Michel Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur affilié à Schema Business School et professeur de management à l'Université de Genève. Vous avez créé en 2008 l'Observatoire de la féminisation des entreprises qui vient de publier son état des lieux 2016. En ce qui concerne les grands groupes, c'est une étude que l'on peut retrouver en téléchargement libre sur le site de Schema. Alors d'abord, je voudrais vous poser comme première question, quels sont les grands enseignements de cette édition 2016? Quelles sont les grandes évolutions par rapport aux précédentes éditions? D'accord. Ce qu'on regarde, c'est la féminisation du marché du travail en France. Et en fait, la grande rupture qu'il y a sur le marché du travail, c'est la féminisation du marché du travail. C'est-à-dire que plus de 85% de l'augmentation de la force de travail est liée à l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Et donc l'idée, c'est de regarder comment les femmes rentrent sur le marché du travail. Et donc dans l'Observatoire, on regarde à 3 niveaux. On regarde au niveau du comité de direction, on regarde au niveau de l'encadrement et on le regarde au niveau des effectifs. Et je prends les 60 plus grandes entreprises françaises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les niveaux de féminisation, en fonction des niveaux hiérarchiques, ne sont pas homogènes, premièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a que 11% de femmes dans les comités de direction. Oui. Il n'y a que 30% de femmes dans l'encadrement de ces grandes entreprises et il n'y a que 36% de femmes dans les effectifs de ces grandes entreprises. Autrement dit, plus on va haut dans la pyramide et moins ça se féminise rapidement. Voilà. Exactement. Et donc, il y a ce fameux plafond de verre qui émerge. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans votre étude, c'est que vous notez un lien positif entre féminisation de l'encadrement et rentabilité opérationnelle. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce lien ? L'idée, c'est que ça s'accroche à l'argument de la diversité comme facteur de performance. Donc, le fait qu'une entreprise renonce à discriminer et recrute plus de femmes, c'est un certain nombre d'impacts sur l'entreprise. Le premier, c'est que l'entreprise va recruter des gens plus talentueux. C'est-à-dire que si vous commencez à discriminer une population sur le marché du travail, vous vous privez des talents de cette population. C'était un vieil enseignement de Gary Becker, le prix Nobel d'économie. Les entreprises qui discrimineraient finiraient par le payer en recrutant des gens moins talentueux. Mais au-delà de ça, ça améliore les processus de décision. Il ne faut pas oublier que maintenant, la moitié des consommateurs sont des consommatrices. Et donc, avoir des femmes dans ces équipes de direction et dans l'encadrement, ça permet de mieux comprendre le marché. Oui, une perception plus fine du marché. Exactement. Vous prenez, parce que si maintenant la moitié des femmes sont sur le marché du travail, ça veut dire qu'elles ont des revenus et c'est aussi des consommatrices. Donc, autre conclusion encore plus étonnante, c'est que vous relevez un lien positif entre féminisation de l'encadrement et performance boursière. Alors là encore, comment est-ce que vous l'expliquez? C'est étonnant, hein, les chiffres que vous citez. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est, on regarde le pourcentage de femmes cadres et performance boursière. Il y a une corrélation entre les deux. Et l'explication, elle est particulièrement vraie en période de crise économique. C'est-à-dire que quand la crise boursière qu'on connaît depuis une dizaine d'années, montre que les entreprises les plus féminisées dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que le portefeuille qu'on a, la simulation qu'on a fait, c'est un portefeuille qui est très diversifié. Donc on a à la fois des entreprises de luxe, on a des banques, on a de la grande distribution, on a de la santé. Et l'argument qui peut être derrière, c'est de dire les entreprises les plus féminisées donc ont des meilleurs talents, des meilleurs processus de décision, donc elles sont plus rentables. Et la bourse et les marchés étant parfois efficients, elles valorisent les entreprises les plus rentables. Dernière question, Michel Ferrari, quels sont les blocages qu'il reste à surmonter pour accélérer cette féminisation dans les entreprises ? Alors, il y a 3 niveaux de blocage. Le premier, c'est le plus connu, celui de la discrimination. C'est vrai qu'il y a peu de femmes dans les comités de direction. Mais il y a d'autres phénomènes de blocage. Le premier, c'est les choix éducatifs des hommes et des femmes. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, il y a peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Polytechnique, il n'y a que 15% de femmes. Premièrement. Et deuxièmement, c'est les choix professionnels. C'est-à-dire que les hommes aimeront bien aller chez Airbus ou chez Peugeot. Les femmes préféreront aller chez L'Oréal et chez Sanofi. Et donc, l'idée, c'est que le rôle du système éducatif pour dépasser ces barrières est non négligeable. C'est comment on change les représentations et les choix éducatifs entre les garçons et les filles. Et alors, quelle piste pour lever ces blocages? Vous parlez notamment de quotas dans vos travaux. Alors, la question des quotas. C'est un peu tabou, la question des quotas, mais ça fait partie de vos conclusions. Alors, il y a des pays qui se posent la question des quotas, donc on l'a mis sur les conseils d'administration. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'on pourrait pas mettre des quotas sur les comités de direction par exemple, la Norvège est en train de réfléchir à ça, la Suisse est en train de réfléchir à ça. Et l'idée, c'est que le quota est peut-être la condition pour promouvoir les femmes au poste de direction. Eh bien, merci beaucoup, Michel Ferrari, d'être venu nous présenter les résultats, les conclusions de cet observatoire Schema de la féminisation des entreprises. Merci encore. Merci beaucoup.